Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec un auteur qui nous amène le soleil du Maroc. Pas la chaleur tout à fait, mais ça va, c'est pas mal. c'est pas mal, ça va venir. Bah là, c'est merveilleux ici, c'est formidable. On n'a pas ça au Maroc, nous, on a autre chose, différent. Vous n'avez jamais fait une conférence dans une abbaye comme ça? En Italie, ici, mais pas aussi beau, ça c'est vraiment magnifique. Ben voilà. La chance, je disais tout à l'heure que la France est un pays magnifique quand on le voyage et quand on le voit de l'intérieur, c'est extraordinaire. Et ça m'est arrivé dernièrement de visiter des lieux exceptionnels. Enfin, bon, on va faire l'éloge de la France après. Pour le moment, on va faire l'éloge de la littérature. Ouais, et du Maroc. Et encore, on va pas en faire forcément l'éloge parce que vous êtes assez dur et direct. C'est pas du tout un livre politiquement correct. Au contraire, on va en parler dans un instant. C'est le deuxième membre de l'Académie Goncourt qu'on reçoit consécutivement, puisque Philippe Claudel, qui était à votre place il y a quelques jours, est également membre comme vous. Le mariage de plaisir, qui est donc votre, je sais pas, j'ai même pas compté, 15e récoltement, voilà. Quelque chose comme ça, oui. Entre les essais, les recueils de poésie, beaucoup de choses. Vous avez peut-être lu Le racisme expliqué à ma fille et d'autres encore. Le mariage de plaisir, on est dans les années 50. Ça raconte l'histoire d'un riche marchand de Fès, un Fassi, c'est ça, hein, les habitants de Fès? Un Fassi, un petit bourgeois blanc de peau, grassouillé, content, bien content de lui, sympathique. Mais marié, père de 4 enfants. Marié avec une femme blanche. Hein. Et une femme blanche, bien sûr. Et il fait plusieurs fois par an, voilà, le voyage vers Dakar pour ses affaires, simplement. Et à cette occasion, il contracte ce qu'on appelle un mariage de plaisir avec une jeune femme noire. Un mariage de plaisir qui est autorisé dans le Coran. Par la religion, oui, absolument. Alors, en fait, la traduction littérale de mariage du plaisir en arabe, c'est mariage de jouissance. Sous-entendu. Ça peut être un bon titre aussi. Hein? C'est un bon titre aussi. Mon éditeur m'a dit c'est un peu violent quand même. Parce que ça veut dire que l'autre est un mariage de quoi alors? Ouais. Bon. Oui, alors évidemment, c'est. Mais vous savez, les religions, et l'islam en particulier, se préoccupent beaucoup du confort de l'homme. Ouais. Bien sûr, au détriment de la femme. La femme n'est pas très... Bon, elle a une place, mais enfin, bon, pas la place qu'elle mérite. Alors, justement, pour ce confort-là, l'islam a prévu que lorsqu'un homme part pour plusieurs mois, parce qu'à l'époque, on voyageait à d'autres chameaux, aux caravanes, et il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas le train, etc. Donc on s'absentait longtemps. Et pour ne pas être tenté d'aller fréquenter les lieux, ce qu'on appelle les maisons closes, qui sont très ouvertes, eh bien, on a prévu qu'on fasse un petit entorse à la loi, et on autorise un petit mariage à durée déterminée, un MDD, temporaire. C'est pas mal. Alors, en fait, c'est un mariage en plus avec une dot. Hein. Ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'on paye. Donc, c'est à la limite un mariage tarifé. Et on peut consommer. Ah, surtout. D'accord. Il faut consommer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde est à son compte là-dedans. La femme touche de l'argent, et là, sur un plan d'honorabilité, et la morale est sauve. Lui, sur le plan de la conscience, il fornique avec une conscience tranquille. Et c'est dans la religion, donc il peut le faire. Il ne fait de mal à personne, et surtout, il ne trahit pas sa femme. Parce que c'est prévu par la religion. Bien sûr. La religion a bon dos, et lui va découvrir, alors mon personnage, évidemment au départ, va contracter ce mariage avec une belle beule. Il renouvelle ce contrat toujours avec la même femme quand il y va d'ailleurs. Oui, alors certains changent. Moi, je prends le roman au moment où il va tomber amoureux d'elle. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'amour, ni de sentiment, on a parlé d'argent, on a parlé de durée, de temporalité, mais on n'a pas parlé d'amour. Mais il se trouve que mon personnage va découvrir une sexualité que la femme blanche ne lui avait jamais donnée. Mais c'est quoi l'autre mariage alors pour lui? Non, l'autre mariage, c'est un mariage traditionnel, comme il y en avait jusqu'à la Madame Bovary. Jusqu'au 19e siècle, c'était le mariage traditionnel, on se marie pour avoir des enfants.
Et le plaisir, c'est une histoire un peu, on laisse ça pour les voyous, mais on se marie pour faire des enfants. Et lui, de toute façon, il n'avait pas connu sa femme dans une boîte d'échangistes. Hein. C'est une femme qui lui a été plus ou moins indiquée par sa mère. Tu vas épouser la fille de tel, c'est une grande famille, parce que les familles se marient entre elles, en fait. Et c'est ça. Et éventuellement, l'homme et la femme se marient aussi. Donc, lui, s'était marié normalement, mais c'est de la bourgeoisie, ou la petite bourgeoisie marocaine tranquille des années 40, 50, etc. Mais sauf que là, il va y avoir un hiatus, c'est qu'il va tomber réellement amoureux de Nabou, et il ne veut plus la quitter, il veut la ramener avec lui au Maroc. Parce que toutes les premières pages du livre, alors ça parle de racisme, d'identité, de migrants, on va y revenir. C'est vraiment un regard assez inédit sur le Maroc, mais c'est quand même la première moitié du livre, bon premier quart, un roman d'amour. C'est une romance. C'est une belle histoire d'amour que très peu de Marocains ont vécu, parce que généralement ils prennent ces femmes pour l'hygiène sexuelle, et ensuite ils les abandonnent, ou alors ils les ramènent avec eux au Maroc, mais pour en faire des esclaves sexuels. Oui. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait... Il y a une certaine pudeur dans la société marocaine, on n'en parle pas, en fait. Oui, on ne parle jamais de ça. De toute façon, tout est fait dans une sorte de silence et d'hypocrisie tout à fait tolérée. C'est quelque chose de formidable. Comme ça, tout se passe très bien. Il n'y a aucun problème. Mais sauf que là, il ramène évidemment cette femme, et la femme blanche ne va pas être contente. Alors, vous avez choisi la forme. En fait, non, elle ne va pas être contente. On va y revenir. Pas parce que son mari a une deuxième femme. Mais cette femme, elle n'est pas blanche, elle est noire. Oui, c'est tout le problème. Et ça, c'est quelque chose, c'est la double peine. Non seulement elle est trahie, mais elle est trahie par une négresse. Alors vous avez choisi le conte, effectivement, parce qu'on se promène finalement sur 60 ans dans ce roman. Tout à fait, oui. 60 ans. Pourquoi cette forme littéraire? Parce que c'est vraiment un homme dans une rue qui raconte une histoire, qui compte une histoire. Qu'est-ce qu'elle vous permettait, cette forme-là? Oui, parce qu'il y a des choses tellement invraisemblables que je me suis dit, il n'y a qu'un conteur pour les faire passer. Alors que ce sont des choses réelles, ce sont des faits qui ont existé, mais à ce moment, le romancier, pour qu'il soit crédible, il faut qu'il fasse un peu de magie. Autrement dit, passer par un conteur qui va, lui, imaginer un certain nombre de choses. Et surtout que c'est un livre aussi sur le désert. Et parce que d'abord, le voyage est long. C'est combien de temps entre Maroc et Fès et Dakar à l'époque? 15 jours à dos de chameau, 15 jours minimum. Mais il s'arrêtait, il faisait beaucoup d'arrêts. Et ce voyage est raconté à l'aller et au retour, et par des différentes étapes. Et je raconte, parce que le désert, pour les gens, il y a un fantasme sur le désert. Ils pensent que le désert est un lieu vide, alors que le désert est un lieu plein. Et très vivant, et très intriguant, et très mystérieux. Et j'ai voulu un peu donner cet aspect du désert, surtout la nuit, quand il y a des hallucinations, ou quand il y a des personnages qui sortent nulle part. Des mille et une nuits. Oui, tout à fait, qui sortent et qui sont assez extraordinaires. Il y a un chat qui parle, il y a un lion qui se balade, il y a plein de choses. Oui. Mais raconté par un conteur, ça passe mieux. Ouais. Et ensuite, on y reviendra tout à l'heure, vous faites aussi cette traversée du désert, vous nous la contez, dans les années 2000. Donc, oui, alors il y a la troisième traversée, c'est ce qui va être fait par le petit-fils de Nabou, c'est-à-dire le fils de son fils, parce que Nabou va avoir 2 enfants avec des jumeaux avec Amir, avec l'homme blanc. L'un sera blanc et l'autre noir. J'ai vérifié, ça existe. Et donc, et ce qui m'intéressait, c'est de voir le destin de l'un et de l'autre, parti avec les mêmes chances au départ, et arrivé d'une manière très différente. Alors on va raconter ce qui va évidemment se passer. Juste pour continuer à poser un peu le cadre, tout ça se passe au départ dans la ville de Fès, qui est une ville dont vous dites que depuis le 9e siècle, elle a assez peu évolué. Elle ne peut pas bouger parce que c'est un musée permanent, c'est un musée vivant, avec les mêmes pierres depuis 808, depuis le 9e siècle, elle n'a pas bougé. Alors évidemment, autour de la vieille ville de Fès, il s'est construit une autre ville qu'on appelle la ville nouvelle, la ville Fès nouvelle, qui n'a rien à voir avec la ville où je suis né.
Et qui est... Alors, la vieille ville, la Médina, est une chose extraordinaire. C'est comme si on était dans un décor des décors de cinéma qui faisait un film sur le 9e, 10e siècle. Ça n'a pas changé. Et toutes les ruelles sont étroites, tout le monde se connaissait. C'est une vie assez extraordinaire. Moi, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 9 ans. Et ça m'a marqué à vie. D'ailleurs, dans toute ma littérature parle de ce passage par Fès. Dès la première page, la page 13, vous parlez du conteur, vous décrivez ce conteur qui va nous raconter cette histoire et vous dites « Il était, disait-on, maître dans cette technique qui consiste à poser un regard sur le présent tout en gardant toujours un pied dans le passé, souvent moins glorieux qu'on ne le dit. » C'est exactement ce que vous faites dans le livre, c'est vous. Ça. Oui, un peu, oui, bien sûr. Ouais. C'est pas autobiographique, mais c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Mais c'est en tout cas vous qui posez ce regard sur le présent avec le prisme du passé. Oui, mais justement, un écrivain est un témoin de son époque, comme disait Victor Hugo, et en même temps, j'ajoute l'autre définition de Balzac, parce que ce sont quand même des géants de la littérature. Balzac disait, l'écrivain, le romancier, c'est lui qui fouille sa société. Et ma société, bien sûr, ça fait 40 ans que je la fouille comme un archéologue, je cherche, et c'est interminable parce qu'à chaque fois, je trouve des choses extraordinaires. C'est une société très, très difficile à comprendre, à saisir, et justement, la littérature est là pour essayer d'ouvrir quelques dossiers, quelques brèches pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le Maroc d'aujourd'hui. Alors donc on va poursuivre cette histoire pour vous donner le nom des personnages pour que vous vous y retrouviez. Il y a donc Amir, ce riche marchand. Il y a donc Nabou, cette jeune femme noire qu'il ramène de Dakar et qu'il va épouser. Il y a donc sa femme, ça y est, j'ai oublié son prénom. Fatma, sa femme marocaine. Et donc, vous le disiez, il va donc l'épouser, la ramener avec lui au Maroc, l'épouser. Elle va découvrir Nabou la jalousie de l'autre épouse, ça c'est bien normal, mais comme vous le disiez, c'est un peu la double peine pour elle parce que il revient avec une autre femme noire. Elle va découvrir, elle surtout, le racisme ordinaire, les humiliations, et puis elle va accoucher, vous l'avez dit, de 2 enfants, l'un noir, l'autre blanc. C'est un premier roman de votre part sur le racisme et plus encore sur la bêtise à l'origine du racisme. L'idée, c'était aussi de traiter ce racisme-là dans votre pays, après l'avoir dénoncé en Europe ? Tout à fait, parce que j'ai pas mal travaillé sur le racisme en Europe, en Occident. J'ai fait tellement de conférences. Oui, surtout des visites d'écoles. Moi, j'ai beaucoup dans les écoles primaires particulièrement. Et j'ai parlé avec beaucoup d'enfants. Et puis, je me suis rendu compte quand même que, d'abord, aucune société au monde n'est épargnée par ce fléau, sauf qu'il y a des sociétés qui luttent efficacement, d'autres pas, et que le Maroc, lui aussi, n'échappe pas au racisme, et son racisme, il est inconscient, il n'est même pas reconnu. C'est-à-dire qu'en France, on parle du racisme, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui luttent, il y a des lois qui punissent l'incitation à la haine raciale, enfin, il y a tout un arsenal de choses. Alors qu'au Maroc, les Noirs sont des êtres inférieurs, c'est quelque chose qui est admise, c'est naturel. Enfin, on n'en parle même pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc, on ne s'étonne même pas de le dire. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de Noirs au Maroc, mais il y a une population subsaharienne marocaine aussi, mais qui est du Sud, et qui est un peu noire. Et puis, il y a de plus en plus maintenant des Africains qui viennent soit pour traverser. Ils viennent jusqu'à Tanger pour traverser les tours de Gibraltar et aller en Europe. Et malheureusement, souvent, ils sont arnaqués, ils deviennent des SDF qui traînent dans les rues et ça crée des incidents, ça crée des problèmes. Et puis, il y a des Africains qui viennent pour travailler au Maroc parce que le Maroc entretient maintenant des relations économiques importantes avec l'Afrique de l'Ouest et il y a des échanges et tout ça. Donc, il y a une présence africaine importante au Maroc maintenant, parce qu'il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Et cette présence est perçue par les Marocains blancs, qui ne se considèrent pas totalement africains, comme des
bon, ils parlent d'eux d'une manière péjorative. C'est des esclaves, c'est des nègres, c'est des gens. Il y a on les désigne souvent par des expressions insultantes, mais c'est naturel, c'est pas du tout. Ils se considèrent supérieurs et vous dites que c'est hérité, ce réflexe des comportements coloniaux. C'est-à-dire que déjà la France, quand elle était dans les colonies, soit en Afrique, soit même soit au Maroc, avait un comportement différent avec les soldats africains, sénégalais notamment, et les soldats marocains. Il faisait une discrimination entre les deux. Et ça s'est répercuté sur le comportement des Marocains à l'égard des Sénégalais pendant la guerre déjà. Il y avait cette espèce de... Et puis il y a une, comment dire, il y a une mentalité esclavagiste qui s'est perpétuée à travers justement ces Marocains commerçants qui ramenaient des femmes noires, esclaves sexuelles, qu'ils amenaient à la maison, mais qui étaient tout à fait admises parce que les femmes blanches, tant que le mari n'épouse pas les noirs, les femmes blanches considéraient que c'était des moins que rien, donc qu'ils forniquent avec elles, c'est pas un problème. Bon, mais pourvu qu'ils ne fassent pas d'enfants, c'est ce qu'ils disent toujours. Mais c'est un peu cette mentalité, heureusement qui n'existe plus aujourd'hui, mais moi je me souviens, j'étais tout petit, j'avais 5 ans à Fès, et j'avais un oncle, le frère aîné de mon père, qui était plus âgé, et qui avait ramené 2 femmes noires, je me souviens très bien d'elles, il avait fait des enfants avec elles, et j'étais tout petit, et quand il y avait une fête ou une invitation chez mon oncle, et les enfants noirs ne se mettaient pas avec nous à table. Ils mangeaient dans la cuisine avec leur mère les restes de ce que nous mangions nous. Et ça m'avait choqué. Mais je dis à ma mère à l'époque, mais c'est quoi pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils sont punis? Moi, je pensais qu'ils avaient fait une bêtise. Je me dis, c'est comme ça. Ce sont des choses comme ça qui ont frappé mon imagination, petit comme ça, mais parfois les enfants, ils gardent en mémoire, et j'ai gardé en mémoire ces images que je vois encore aujourd'hui, 60 ans après. C'est une vraie découverte, en tout cas pour tous ceux qui sont là, sans doute quand on entend votre discours. C'est un discours choquant, évidemment. Est-ce que ça touche toutes les couches sociales marocaines? Absolument, il n'y a pas de... toutes les classes sociales. C'est très simple. L'autre jour, j'étais pour aller présenter mon livre au Maroc, et puis... il y a une bourgeoise une femme cultivée, éduquée et tout. Elle m'a dit j'ai un problème parce que j'avais un gardien, parce qu'elle habite dans une villa à Casablanca. J'avais un gardien noir qui était très efficace et tout, mais les domestiques blanches ne le supportaient pas. Elle m'obligeait à me séparer de lui parce qu'elle disait on ne peut pas coexister avec un noir dans la même maison. Et alors elle dit oui, j'ai changé. Mais je dis mais c'est-à-dire que le racisme n'est pas uniquement économique. Le racisme a toutes les couches sociales. On trouve ça. Alors évidemment, quand il y a eu un ministre de Hassan II qui était noir comme Louis Armstrong, très noir, et qui était ambassadeur du Maroc aux Nations Unies, et c'était un type très drôle. Et lui, il jouait de sa négritude pour faire rire le roi à l'époque. Et c'était un homme, il vit toujours, il est très âgé, c'était un homme réellement marocain, mais fils d'esclave. Les Marocains qui ont lu votre livre, quand vous êtes allé le présenter, que vous nous avez raconté ce que vous nous racontez là, est-ce qu'ils sont surpris d'entendre qu'ils sont racistes? Et pour eux, ils ne sont pas racistes. Les racistes, c'est toujours les autres. C'est toujours les Européens qui sont racistes. Eux, ils sont bien. Ouais. Ils sont très très bien. Pourquoi? Non. Alors évidemment, c'est quand je commence un petit peu à appuyer sur les choses, je mets le doigt sur certaines plaies, tout ça. Il dit oui, mais toi tu exagères quand même, tu dis n'importe quoi, etc. Alors, je vais vous lire justement la réaction de l'épouse d'Amir lorsqu'il rentre avec cette jeune femme noire. Jamais de la vie, je ne supporterais d'avoir été supplanté par une négresse, une étrangère sale et qui ne sait même pas parler. Elle a ensorcelé mon mari, elle lui a jeté un sort et moi aussi je suis sa victime. Ce sont des gens sauvages qui nous détestent parce que Dieu nous a fait blancs et propres et eux sont des déchets de l'humanité.
C'est exagéré ce que vous dites là, ou c'est ce que vous avez pu, c'est ce que vous pensez qu'il peut se dire? Je Ça peut se dire dans tous les pays, je pense qu'il y a pire que ça. Mais en même temps, il faut dire une chose, c'est que, et dans le roman, je le fais remarquer, parce que j'ai discuté avec, j'ai quelques amis quand même africains avec qui je discute pas mal, et ils m'ont dit, mais t'en fais pas, chez nous, on n'aime pas les blancs non plus. Et parce que il y a une histoire d'odeur, vous savez. J'ai toujours entendu que les Noirs puaient. Il dit, ah bon, très bien. Et alors, et les Blancs, ils sont... Oui, mais jusqu'à un jour où un ami noir en classe m'a dit, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous considérons que les Blancs puent du cadavre. Alors, le racisme est bien partagé, là. On est à égalité, un partout. C'est ce que vous avez voulu montrer dans le livre, c'est que finalement, tout le monde a une part de responsabilité dans le racisme. C'est pas forcément les Noirs qui en sont victimes, ils en sont aussi les accusateurs. C'est comme ce qui se passe ici. On dit, bon, il y a des Français qui n'aiment pas les étrangers, tout ça, mais les étrangers qui n'aiment pas les Français non plus. Il y a pas de... Parce que le racisme est quelque chose qui est presque constitutif de l'être humain. L'être humain a toujours eu peur de ce qu'il ne connaît pas, toujours peur de ce qu'il ne sait pas, et du voisin on a toujours une réaction, même dans des classes aisées, on a une réaction d'abord de méfiance. Quand quelqu'un s'installe à côté de chez vous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Alors évidemment, avec le temps, on découvre que c'est des gens normaux comme tout le monde. Mais au départ, l'homme a toujours eu cette espèce de méfiance à l'égard d'un autre. Quelqu'un qui est autre, qui peut... Alors si cet autre a une justification de sa différence, c'est-à-dire soit la couleur de la peau, soit la langue, soit la cuisine, soit les odeurs de la cuisine, soit l'habillement, etc. Alors ça devient un argument de plus pour le rejeter et dire « il n'est pas comme moi ». C'est ça. Le raciste, c'est quelqu'un qui considère qu'il est unique au monde et que tous ceux qui ne sont pas comme lui, forcément, sont inférieurs. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais vous trouvez ça, par exemple, quand j'étais au Japon, on me dit les Japonais détestent les Coréens détestent ceux du Nord, les Norvégiens détestent les Suédois détestent les Danois, et ainsi de suite. Enfin, c'est même dans des pays civilisés comme les pays nordiques, eh bien, il y a quand même des ersatz de racisme qui font qu'il faut tout le temps se battre pour enlever de la tête des gens ces préjugés. Et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, évidemment, il y a l'éducation, il y a les écoles, où on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi les médias, il y a aussi le cinéma, la littérature, qui participent à normaliser, entre guillemets, les autres. Le jour où on ne parlera plus en France d'intégration, on aura compris à ce moment-là que, finalement, tout le monde est là. On n'a pas besoin d'intégrer. On intègre ce qui est étranger, celui qui n'est... C'est comme si c'était comme dans un puzzle, et puis il y a une pièce qui reste à l'extérieur. Et on voudrait la forcer pour la mettre, sauf que lorsqu'on veut la mettre, elle n'est pas dans la place qui correspond à son dessin, et c'est une place qui est un petit peu soit plus grande, soit plus petite. Et c'est pour ça que l'intégration en France ne marche pas. Alors qu'il existe la majorité des Français nés de parents étrangers s'intègrent finalement, mais ils s'intègrent avec peut-être des particularismes, avec des choses, ils apportent quelque chose d'inattendu et de neuf. Et pour ça que, en fait, la France a toujours été une terre d'asile, mais on l'a oublié. Elle a accueilli beaucoup de gens, elle a accueilli énormément. C'était une terre que seraient devenus tous les réfugiés espagnols pendant la guerre civile espagnole. Ils ont trouvé en France un accueil formidable. C'est les artistes, bien sûr. On parle toujours de Picasso, mais il y a pas que ça. Il y a des plombiers, des menuisiers, des maçons, des boulangers qui sont venus en France, qui ont été accueillis. Les Polonais sont arrivés en masse dans les années 30, les Portugais, mais c'était les plus nombreux. La France a toujours été quand même un pays d'accueil et de mélange. Ce n'est que récemment, en fait, il y a ces 30 dernières années, qu'on a essayé de créer des problèmes, et les problèmes ont existé. C'est-à-dire, au départ, on a pu créer des problèmes, des situations qu'on aurait pu ne pas exciter. C'est comme s'il y avait, par exemple, au lieu d'apaiser les choses, on a créé des tensions.
Sur les migrants, par exemple, je fais une parenthèse, vous pensez que la France a la bonne attitude ou l'Europe, pour être plus large? Alors là, on va pleurer, là. Parce que là, c'est un problème horrible, parce que nous avons... D'abord, l'Europe s'est élargie d'une manière très, très improvisée et rapide. Elle n'a pas pensé à tout ça. Aujourd'hui, je demande, moi, personnellement, mais je ne fais rien que, par exemple, c'est un pays comme la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, oui, ils sont bien fermés. Sortent de l'Europe parce qu'ils sont en train de faire tout ce que l'Europe n'a pas fait, c'est-à-dire finalement fermer les frontières, racisme, antisémitisme en Pologne, ça continue, etc. Donc, c'est pas des pays qui sont en accord avec les valeurs essentielles de l'Europe et de la France, par exemple. Alors, mais malheureusement, ça c'est... Un des échecs de l'Europe, c'est qu'elle a grossi, est devenue obèse à l'Est, et elle a oublié le Sud. Enfin bon, et ça, c'est quand même assez dramatique. Je reviens au roman, et juste pour appuyer effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, et sur le racisme aussi des deux côtés, le frère de Nabou, lorsqu'elle quitte Dakar, lui dit « Tu sais, je n'ai pas fait de grandes études, mais je sais une chose, la vie m'a appris un truc simple, on se plaint du racisme des Blancs contre nous, c'est vrai, ils sont racistes, colonialistes, arrogants et humiliants, mais sache une chose, nous ne les aimons pas non plus, nous sommes aussi racistes, c'est normal, on ne va pas leur baiser les pieds, sauf que nous n'avons pas les moyens d'aller les coloniser. » C'est dit par un... Oui, mais je pense que le temps de la colonisation est terminé, qu'on ne peut plus coloniser un peuple. Il reste quand même un État qui colonise encore un territoire qui ne lui appartient pas, c'est l'État d'Israël, mais ça, bon, c'est une autre histoire. C'est le seul État colonial actuellement. Sinon les colonies, c'est fini. Alors, ce que vous montrez dans le livre, et vous le rappeliez tout à l'heure, sur ces deux enfants d'amis, l'un blanc, l'autre noir, qui sont frères jumeaux. Alors pour celui qui est blanc, ça se passe très bien pour lui. En revanche, celui qui est noir... Ça se passe normalement. Celui pour qui est noir, sa couleur de peau va sceller totalement son avenir et son destin. Ça va détruire son avenir et il ne va pas avoir d'avenir du tout parce qu'il va être la victime. Il courbe les chines. Oui, il va pas se battre. Et c'est son fils qui va essayer de relever un petit peu le défi. Mais malheureusement, la vie elle sera plus forte que lui. On peut en parler. Lui, il va prendre. Enfin, alors évidemment, il est emmené, il est ramené dans son pays. Le fils, il va être pris dans une rafle d'Africains à Tanger, au Maroc. Dans un quartier où se retrouvent beaucoup de migrants. Oui, voilà. La police arrive, il ramasse tous les Africains et lui, il dit moi, je suis marocain. Et le policier lui dit et moi, je suis le fils de la reine d'Angleterre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'un noir soit africain, soit marocain. Alors, sa peau, sa couleur de peau devient son identité. Et lui, finalement, après tout, il dit peut-être que je suis africain. Et il repart dans un charter en Afrique et il retrouve la terre de sa grand-mère. Et c'est pour ça qu'il va revenir après au Maroc, mais en tant que clandestin. Il va jouer le jeu jusqu'au bout. Il va dire, bon, c'est très bien, je ne suis pas marocain, je suis africain, et je vais faire comme tous les jeunes africains de 20 ans, je vais essayer de traverser le Maroc à pied et traverser le détroit de Gibraltar pour aller trouver du travail en Europe. Je suis un Africain, un clandestin, un subsaharien. Je ne suis plus marocain. Parce que ma peau a décidé que je ne serai jamais marocain. Pourquoi lui est-il dans la rébellion alors que son père, effectivement, comme je le disais, courbait plutôt les chines, ne disait rien, subissait ce sort? Est-ce que c'est une question d'époque, vous pensez, ou plus simplement de caractère? L'époque a, bien sûr, y est pour beaucoup. Alors, n'oublions pas que le père est né dans les années fin années 50, début 60, et que le gosse est né 20 ans après. Et donc, il a 20 ans en l'an de 2010, et que avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout, c'est une autre génération, d'autres exigences, d'autres façons de faire, etc., qui est complètement différente. Donc, forcément, des réactions différentes. Et puis surtout que le gosse, Salim, qui a 20 ans, va être un rebelle. Il a comme métier journaliste, reporter avec un appareil photo, donc il filme. Et c'est pas par hasard, il regarde le monde, il regarde les choses et il les transmet à des journaux. Quelle est la position de Mohamed VI justement vis-à-vis de ces migrants et de ces il a été formidable parce que quand il a vu qu'il y a eu des incidents, il a décidé de régulariser 20 000
africains, ils ont été régularisés, et ils travaillent, parce qu'il y a eu quand même quelques incidents assez dramatiques, il y a eu quelques morts, des bagarres, bon, vous savez, c'est des situations, ça arrive. Il n'y a pas eu de ratonnade, comme on dit ici, mais quand même, il y a eu des incidents assez graves dans certains quartiers, et là, il a pris la décision de régulariser le maximum d'Africains. Ça n'a pas atténué le racisme vis-à-vis des Noirs, justement. Le fait que le roi... Oui, mais le racisme, c'est dans la peau des gens. Mais après, comment dire, moi j'ai le cas, par exemple, d'une nièce qui est blanche, qui s'est mariée avec un Malien, je crois. Et dans la famille, on oublie d'appeler son mari par son prénom. On dit le noir. Mais c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. C'est-à-dire que, comment dire, c'est ambigu parce que d'un côté ils ont accepté que se marier avec cet homme, il y a un mariage d'amour, ils ont des enfants merveilleux, très beaux parce qu'ils sont métis et tout. Mais une fois de temps en temps, j'entends quelqu'un dire ah oui, il faut appeler le noir. Ah ben, il a un prénom, merde, il a un nom. Mais c'est très bizarre. Une fois, je me suis engueulé avec quelqu'un je dis, ça va pas. Voilà, il s'appelle comme ça, il faut le rappeler, etc. Mais c'est très rare, quand même. On va revenir au racisme. Je fais juste une parenthèse sur un personnage qui est magnifique dans le livre, qui s'appelle Karim, oui. qui est une lumière dans le roman, notamment dans la deuxième partie qui est un peu plus sombre, évidemment, qui est un enfant trisomique, oui. Fils d'Amir. Oui, alors, qui est doué d'une bonté extraordinaire. Moi, j'ai un enfant trisomique qui a maintenant 25 ans, qui est un enfant merveilleux. Il a 25 ans, autonome, il travaille, il gagne sa vie, il est champion de natation, enfin, il fait plein de choses. Mais avant d'arriver là, à ça, on a pas mal souffert parce que d'abord la France a énormément de lois, un arsenal de règles et de lois pour l'handicap, mais sur le plan pratique, il n'y a rien du tout. Donc il y a toute une histoire, bon, on a souffert de ça, mais on s'est occupé beaucoup de lui. Aujourd'hui, c'est un enfant heureux. Et cet enfant m'a appris quelque chose de formidable, c'est qu'il est la bonté même. Il ne sait pas ce que c'est que la méchanceté, mais il a une intuition extraordinaire quand il arrive quelque part. Il repère les gens méchants. Il repère hypersensibilité. Il a une très très grande sensibilité. Il va rien dire, mais il va pas être complaisant. Il va rien dire, mais il va pas les embrasser. Mais bon, mais dans le roman, Karim, il est un peu comme ça. C'est la lumière qui arrive pour résoudre les problèmes. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a une tension, il arrive, il sourit, il a un grand sourire, et puis la tension baisse. Et c'est un personnage vraiment romanesque, parce que on aimerait bien rencontrer beaucoup de gens comme ça dans la vie. Mais c'est vrai qu'on, par exemple, des jours où, bon, il n'y a pas un jour où il ne m'envoie pas un message au téléphone, il m'appelle, il me dit « Papa, je t'aime », etc. Il fait la même chose avec ses sœurs, ses frères, sa mère, et tout ça. Et c'est un homme d'amour, il est tout amour, et je crois qu'on est étonné parce que nous sommes entourés de gens qui manquent d'amour, qui manquent d'amour envers eux-mêmes, et donc ils ne donnent pas beaucoup d'amour aux autres. Et ça, ce sont des enfants révélateurs, qui révèlent chez nous, dans notre société, ils révèlent ce que nous avons perdu. On a perdu cette naïveté, cette intuition, cette bonté. Aujourd'hui, être bon, c'est passer pour un couillon, c'est passer pour un faible. Et la bonté est quelque chose qui est ringard. On dit, oh, c'est un brave type. Dire c'est un brave type, ça veut dire que c'est un con, un cocu, quoi. Donc et nous, avec cet enfant, on a appris à mieux regarder le monde et les gens. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que on a peur pour lui parce qu'il va pas se méfier. Mais il a ses intuitions. Et ça, ce qui le sauve un peu, il est intuitif. C'est une évidence, mais et l'histoire d'amour entre Amir et Nabou et cet enfant-là
c'est pour montrer que finalement, la seule chose qui peut permettre de surmonter le racisme, c'est ça, c'est l'amour. L'amour, bien sûr, parce que lui, Karim, il ne peut pas être raciste, parce que pour lui, il va rencontrer Nabou avec son père au Sénégal, et il sachant pertinemment que cette femme va supplanter sa mère, mais en même temps, il voit son père heureux, et que cette femme n'a rien de méchant, donc il va aimer tout le monde. Il va aimer sa mère, il va aimer sa belle-mère, il va essayer d'introduire un peu de complicité entre eux, mais il ne va pas réussir parce qu'effectivement, sa mère blanche va pas supporter ce qui va lui arriver. Je cherchais le passage sur la littérature, pardonnez-moi. Hafid avait souffert, il n'était pas comme les autres, il était un des enfants de l'esclave noir que son père avait ramené de Guinée, il était métis. Méprisé, humilié, il avait vite appris que personne ne lui ferait de cadeaux, alors il s'était mis à lire jour et nuit et s'était constitué une bibliothèque. Les livres lui avaient permis de trouver enfin son identité, un équilibre et l'apaisement. C'est-à-dire que les livres, la littérature apaise, peut aider à la conscientisation des gens. C'est évident, c'est évident. Un peuple il en faut beaucoup, par contre. Oui, mais un peuple qui ne lit pas, c'est très dangereux. Non, c'est la littérature, la lecture, c'est le voyage dans des imaginaires extraordinaires qui nous ont précédés, qui nous ont apporté beaucoup de choses. C'est la lecture de nos aînés, de ceux qui nous ont précédés, c'est essentiel, c'est fondamental. Or, aujourd'hui, on me dit, enfin, je constate aussi que les jeunes lisent moins ou ne lisent pas, et ça, ce serait dramatique alors que la France est un des pays où le livre se porte le mieux par rapport à d'autres pays. Donc ça veut dire que quand même les gens lisent et que la littérature a encore un rôle important et que, vous savez, la France est l'unique pays au monde où un prix littéraire comme le prix Goncourt déplace des centaines de caméras, de photographes du monde entier, et que c'est un prix qui a une importance médiatique énorme qui n'existe pas en Amérique, ni en Amérique latine, ni en d'autres pays européens. Donc nous avons cette particularité, il faut la garder, il faut la sauvegarder, il faut l'entretenir. C'est pour ça que la littérature, il faut vraiment la tenir bien, parce que sinon on ne sera plus rien. C'est les femmes qui tiennent la littérature, vous me disiez. Bien sûr, ce sont les femmes qui lisent. Et comme par exemple, quand je fais des séances de signature, évidemment, il y a quelques hommes qui viennent signer leurs livres, et certains disent c'est pour ma femme ou ma mère qui n'a pas pu se déplacer. mais je les remercie parce que après, je suis sûr qu'il va lire, les hommes vont lire le livre qu'ils ont pris pour leur mère ou pour leur femme. Le racisme expliqué à ma fille, c'était lu par au moins 1 million de personnes, je pense, au moins. Est-ce que les enfants peuvent être racistes? Est-ce que les enfants sont racistes? Oui, peuvent être racistes. Tout dépend avec qui ils vivent. S'ils vivent dans un environnement où le père et la mère vont leur dire il faut te méfier de l'arabe, il faut te méfier du juif, il faut te méfier du noir, ils vont leur inculquer des comportements qui vont bien sûr tout à fait répliquer, tout à fait des choses qui arrivent. Alors, tout dépend de l'environnement familial. L'environnement éducatif, je ne pense pas que ça existe, mais c'est un prof commence à délirer sur les races, ça serait horrible. Mais c'est pour ça que moi, quand je vais dans les écoles, je préfère parler à des écoles primaires, parce que c'est là où il y a quand même une réceptivité, il y a une fraîcheur, et surtout, ils n'ont pas de préjugés, les enfants. Je l'ai dit, ils peuvent être très méchants entre eux. Mais par exemple, moi je donne toujours un exemple de mon dernier fils, il y a longtemps, il était en maternelle, et il avait 4-5 ans, je ne sais pas. Et un jour, il m'a dit, papa, j'aimerais inviter Max, mon meilleur copain. Alors, je lui dis, oui, quand tu veux. Et puis, le temps passe. Il me dit, papa, oui, j'ai oublié, il y a Max qui va venir. Et puis, un jour, je vais le chercher à l'école et je lui dis, mais tu ne me présentes pas ton meilleur copain, Max? Il me dit, ah oui, c'est vrai. Tu vois, là-bas, c'est le petit garçon au pull rouge. Je dis, ah bon? Et le garçon au pull rouge était noir. Il ne m'a jamais dit, c'est un noir. Alors, pendant 1 an, il me parlait de Max. Il m'a jamais décrit Max comme un noir. Bon, c'est son copain, point à la ligne, c'est tout.
Mais ça, c'est naturel chez les enfants. Après, on peut déformer les enfants, on peut les détourner de cette simplicité. On peut leur apprendre à être mauvais, méchants, hargneux, racistes, etc. Bien sûr, tout s'apprend. C'est vrai que vous avez écrit une première version de ce livre, Le mariage de plaisir, que vous avez totalement déchiré. J'ai entendu ça. Oui, tout à fait. Oui, non, bien sûr, parce que moi j'ai mis 2 ans à le faire, parce que la première fois 2 ans. 2 ans, oui. Ah oui, c'est beaucoup. Non, mais parce que, je vais vous dire une chose, pour qu'un livre, quand vous commencez à écrire un livre, vous pensez au lecteur. Et pour que le livre coule comme de source, comme une eau qui coule dans un fleuve, il faut un travail énorme. Il faut un travail énorme parce que pour que ça soit simple, pour que ça soit... alors j'ai écrit une première version, elle était trop compliquée parce qu'il y avait beaucoup de personnages et tout, je me suis trompé, etc. Et je l'ai fait lire à quelqu'un en qui j'ai confiance, il m'a dit ça va pas. J'ai dit très bien. Je savais que ça n'allait pas. Bon, j'ai déchiré les feuilles, j'ai supprimé le dossier, bon, et j'ai tout repris depuis le début. Et comme ça, je savais où j'allais. Mais c'est normal parce que moi je pense toujours au lecteur, il faut toujours tenir le lecteur par la main. Et jusqu'à ce qu'à ce moment, c'est lui qui vous tient par la main. C'est-à-dire que c'est lui qui vous attire vers lui parce que ça l'intéresse. Mais si vous ne lui donnez pas une histoire qui ne se tient pas debout, il faut faire tout un travail. Enfin, vous savez, c'est comme les artisans. Il n'y a pas de technique, mais il y a des intuitions. Il faut travailler pour que le récit coule de lui-même et qu'on pense que le livre a été écrit en une journée. Alors que ça a été écrit, j'ai passé une petite année là-dessus. Un écrivain qui... Vous avez hésité d'abord justement à écrire ce livre qui critique quand même votre pays. Est-ce qu'un écrivain, même celui qui aime son pays, doit être capable de le critiquer ? C'est le rôle de l'écrivain. Un écrivain qui ne regarde pas les failles et les défauts de son pays, de sa société, il ne fait pas son travail. On n'est pas là pour applaudir tout ce qui se passe. En dehors des chroniques que j'écris sur la société, etc., c'est une chose. Mais quand je fais un livre, un roman, je dis bien sûr, c'est les blessures et les failles d'une société qui sont intéressantes pour un romancier. Parce que si tout allait bien, on va écrire un livre sur le bonheur, ça fera 3 lignes. Bon, voilà, tout va bien, il s'est levé le matin, il était content, heureux, il est heureux, ça va. Il ne se passe rien. Alors, je voudrais avoir aussi un peu votre avis sur... qu'on parle aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans l'islam d'aujourd'hui. Vous avez signé une tribune il y a 15 jours de cela dans Le Monde qui était titrée « N'exonérons pas les parents des terroristes de leurs responsabilités ». Qu'est-ce qui convainc, selon vous, aujourd'hui, les auteurs de ces actes ? Pourquoi ce discours prend en eux, chez ces jeunes gens, certains qui sont d'ailleurs marocains, je crois, au départ ? Ils sont d'origine marocaine, oui. Ouais. Alors c'est une longue histoire parce que j'ai travaillé là-dessus. Là, je suis en train de corriger les épreuves d'un livre qui va paraître en septembre, qui s'appelle Le terrorisme expliqué à nos enfants. Ah oui. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je me suis rendu compte en travaillant qu'encore une fois, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'Occident, la responsabilité du gouvernement, mais personne n'a parlé de la responsabilité de manque d'éducation des parents. Parce que, encore une fois, pour être crédible, il faut voir le problème de tous les côtés. Il se trouve que, de par mon mariage et ma belle famille, tout ça, je suis dans ces milieux d'émigrés, et je les connais vraiment bien. Et je vois les amis de ma belle famille. Ma belle famille s'en est sortie, mais d'autres ne se sont pas sortis bien parce que les parents n'étaient pas capables de leur transmettre une culture. Et un adolescent qui n'a pas un petit bagage culturel, il est disponible pour n'importe quelle aventure. C'est ce que je dis. Et quand il n'y a pas d'éducation, quand les valeurs n'ont pas été transmises, les réunions familiales ne se font plus parce que le père il travaille
par exemple, très tard, ou alors ils rentrent très tôt, ils ne mangent pas en même temps que les enfants, il n'y a pas d'ambiance familiale, il n'y a pas de lien familial, il n'y a pas de... Parce qu'on transmet beaucoup de choses à table. Et s'il n'y a pas ce rituel, alors il y a quelque chose qui va manquer à l'éducation. Deuxième point, les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes dans la rue, dans qu'on appelle les cages d'escalier, etc. Et là, les fréquentations sont terribles. Et c'est là où les choses se passent. Après, quand il y a un incident, quand il y a un délinquant qui fait une bêtise et qui se retrouve en prison, la prison devient un lieu de radicalisation. Et ça, c'est... Vous savez, par exemple, pour un exemple très, très simple, parce que les prisons en France, surtout celles de la région de Marseille, de PACA, elles sont à 60% remplies de jeunes Français d'origine maghrébine. Et c'est pour des petits délits, des petits trucs de rien du tout. C'est pas des tueurs, c'est pas des massacreurs, c'est pas des serial killers. C'est des petits délits, mais qui s'aggravent par la manière dont la prison va les rendre disponibles pour autre chose de plus grave. Et à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'en prison, leur identité n'était pas là. On ne savait pas. Alors, on les traitait d'émigrés alors qu'ils n'étaient pas émigrés. Ils n'ont pas fait le voyage. Ils sont nés à Marseille ou à Toulouse ou à Avignon, n'importe où. Enfin, ils sont nés en France, mais déjà en prison. Et alors, à un certain moment, ils ont trouvé que dans l'islam, il y avait une identité possible. Au départ, c'était ça. L'islam devenait l'identité qui va les rassurer et qui va leur donner une présence, une existence et puis une identification. Et ils vont commencer, c'est de la prison, il y a ça 30 ans. La première fois où on a entendu le mot halal, c'était en prison. Parce que les prisonniers un jour, ils nous disent, nous, pourquoi on va manger du porc? Nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des Français. Nous sommes des musulmans et nous ne sommes pas des Français, alors qu'ils sont Français et peut-être pas très musulmans en plus. Mais c'était une revendication à l'intérieur de la prison pour déterminer leur identité. Et ils sont opposés donc à l'administration pénitentiaire au nom d'une religion. Après, évidemment, il va y avoir des voyous beaucoup plus anciens là qui vont les entretenir de la religion, qui vont leur dire que finalement, et c'est pas ce qui se passait même à l'extérieur de la prison, finalement, vous êtes dans ce pays, dans cet Occident qui a répudié Dieu et ses prophètes. Nous sommes dans une société matérialiste où toute spiritualité est inexistante, où la laïcité, pour eux, c'est une forme d'athéisme, pour eux. Et forcément, moi, je t'offre quelque chose de mieux. Tu vas rejoindre enfin ta vraie identité qui est celle du musulman, mais un musulman qui va combattre les mécréants, qui va combattre le mal, le vice de ce pays-là, et tu vas enfin aller dans la sphère divine où t'attend le paradis. C'est un discours assez primitif, assez caricatural, mais répété une centaine ou 200 de fois, ça finit par avoir quelque effet sur quelques-uns. Et c'est pour ça qu'une fois sortis de prison, pas tous, mais parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas fait de prison et qui répondent et obéissent à ce discours. Et donc, l'opposition qu'utilisent les recruteurs, c'est un monde matérialiste contre un monde spirituel qui est la puissance divine. Vous allez vers Dieu. Ici, vous êtes sans Dieu. Ici, c'est la négation de Dieu. Ici, Dieu est mort, et ils citent la phrase du Nietzsche, bien sûr, qui ne connaissent pas. Ils disent, Dieu est mort ici, mais Dieu n'est pas mort puisqu'il vit dans l'État islamique. Et c'est dans cet État islamique, vous allez combattre en arabe, fi sabilillah, c'est-à-dire dans la voie de Dieu qui va vous orienter vers une métaphysique extraordinaire qui est celle du martyr, du sacrifice. Et forcément, vous avez raté votre vie sur terre, vous allez réussir votre mort dans l'au-delà. Et ce discours-là, bien fait, accompagné de vidéos bien structurées et bien faites, finit par
convaincre, et pas uniquement les enfants d'immigrés, convaincre des milliers et des milliers d'Européens, qu'ils soient d'enfants immigrés ou pas, à rejoindre les djihadistes. C'est-à-dire que les djihadistes, les islamistes profitent d'une case laissée vide par la culture qu'ils n'ont pas eue, qu'on ne leur a pas enseignée, ou les valeurs de leur double culture, finalement, qu'on ne leur a pas enseignées. Il y a eu un grand déficit culturel, mais il y a très longtemps que beaucoup de sociologues, beaucoup de gens qui agissent sur place ont alerté les autorités, les ministères. On a fait des rapports à n'en plus finir. Moi, j'en pouvais plus à ce moment. Le nombre d'enquêtes que j'ai faites dans les bons lieux, et j'envoyais ça notamment à Martine Aubry, qui à l'époque s'occupait de la ville, et tout ça s'entassait, etc. Et c'est pas qu'il disait que c'était pas vrai. Il disait, ah oui, c'est intéressant, mais il faisait rien. Or, maintenant, on est dans une situation dramatique, parce que le travail qu'on peut faire aujourd'hui, on ne peut voir le résultat que dans 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler sur les jeunes dans les écoles. Ça, on peut. C'est exactement ce que nous a dit Marc Trévidic, le juge antiterroriste, qui était là il y a quelques mois. Ouais. Qui nous a dit qu'effectivement, maintenant, il faudrait 10, 15, 20 ans avant de revenir. On peut pas maintenant. C'est-à-dire que le vrai drame, c'est que contre ceux qui menacent notre sécurité quotidiennement, et on ne sait pas où ils sont, on ne peut pas faire grand-chose. Évidemment, on peut multiplier la vigilance, les vigipirates, les soldats armés, mais ça, c'est un peu la technique. Mais le fond, c'est trop tard. En revanche, il ne faut absolument pas négliger la pédagogie dans les écoles, dans et en dehors de l'école. Mais ça, je ne vois pas se dessiner, ni avec ce gouvernement, ni avec celui d'avant, une perspective réelle pour lutter contre ça. Je ne le vois pas, et pourtant, tous les sociologues, tous les gens qui travaillent sur le terrorisme le disent et le répètent, mais on n'est pas entendu. En travaillant sur le livre là, que vous allez sortir en septembre, vous avez appris des choses sur le terrorisme qui vous ont surpris Bien sûr que j'ai appris beaucoup de choses. Alors moi, ce qui m'a le plus interrogé et qui reste pour moi un mystère total, c'est des cas, peut-être pas très nombreux, mais il existe des cas de jeunes gens qui ne sont pas maghrébins, qui ne sont pas d'origine immigrée, qui sont des Français de souche, ou des Italiens de souche, des Allemands de souche, qui ont une famille normale, paisible, avec une éducation bien, avec des bonnes notes en classe et tout, et du jour au lendemain, ils disparaissent, ils partent en Syrie, et les parents sont complètement dans le mystère total, ne sachant pas qu'est-ce qui a dû se passer. Et c'est là où j'ai trouvé que la technique de persuasion et de propagande des djihadistes était 1000 fois plus perfectionnée et plus perverse que tout ce qu'on peut faire nous. Parce que c'est des grands techniciens du recrutement, c'est pas des amateurs. Pour arriver à pénétrer dans la tête d'une jeune fille de 17 ans, comme c'est le cas qui a été montré l'autre jour à la télévision, et que cette fille, elle disait à sa mère, je vais faire l'école du ski, enfin je sais pas quoi, elle devait pas faire du ski, je sais pas où, et 15 jours après, elle reçoit une carte postale de Syrie, maman, enfin j'ai trouvé ma voie. Oh. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui est terrible. Avant, on avait dans les années, vous vous souvenez tous, le problème des sectes. C'était le même mystère, que des gens se donnaient corps et âme, argent et tout, à un gourou. Mais c'était tellement grossier qu'on disait que ça touchait pas tellement de gens, ça touchait quelques personnes. Mais là, on est quand même face à une armée. Il y a à peu près, on évalue à 30 000 étrangers qui sont dans les rangs de Daesh. C'est énorme, et c'est une armée qui est bien structurée. C'est pas du tout parce que c'est l'armée de Saddam Hussein qui travaille aujourd'hui, qui fait la guerre. C'est pas une armée de mercenaires uniquement. C'est une armée que George Bush avait démantelée en arrivant en 2003
en Irak, il avait démantelé l'armée et la police, et tous ces officiers, tous ces soldats sont devenus au chômage, et ils ont été recrutés par Daesh. Ils travaillent très bien. Alors, contrairement à la Tunisie, c'est vrai que le Maroc, que vous connaissez bien, était pour l'instant épargné par les attentats. Le dernier remonte à 2011, hein, c'est ça, sur la place Jemal Fna. Jemal Fna, c'était quelle année? En 2011? Jemal Fna, ça devait être en 2007, mais je dois vérifier. Oui, c'est un peu plus. Mais est-ce que le Maroc se sent menacé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Parce que, ça, c'est un autre problème. Au Maroc, nous avons une police très efficace. Ça veut dire, la police, c'est tout le monde. Pas uniquement le concierge ou tout le monde travaille pour la police parce que nous sommes tous concernés. Ce qui n'existe pas ici en France. Je ne veux pas dire qu'il faut devenir à l'esprit policier, mais il y a une vigilance populaire. Ce qui fait que comment la police travaille, elle travaille avec le renseignement. Et ce qui fait que chaque semaine, elle démantèle des cellules de projets terroristes. Tout le temps. Ils les présentent à la télévision avec les armes et tout ça, ils sont là. Et après, on ne sait pas ce que deviennent ces gens-là. Évidemment, en France, on ne peut pas faire ça. En France, on est dans l'état de droit. Quand on arrête un terroriste, eh bien, il est considéré comme présumé innocent jusqu'à ce que la justice fasse son travail, etc., etc. Dans certains pays, on ne discute pas de tout ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que l'efficacité de la police marocaine est telle que tous les groupes terroristes qui ont essayé ont été tous arrêtés et mis en prison. Alors, la question qui se pose encore pour l'Occident, pour l'Europe, est-ce que le système démocratique a été préparé pour faire face à ce phénomène qui est terrible parce qu'il tue des innocents aveuglement, n'importe qui. Non, la démocratie n'a jamais été armée pour cela. Parce que nous sommes dans un état de droit et nous devons appliquer le droit pour tous les citoyens, quels qu'ils soient. Et à partir du moment où c'est une faiblesse qui est considérée par les terroristes, pour eux c'est être arrêté en Europe, ils ne risquent pas grand-chose, ils restent allés en prison, c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. Mais évidemment, d'autres préfèrent se faire sauter, exploser, etc. Mais l'Occident n'est pas du tout dans une position où il peut faire reculer parce qu'ils n'ont pas peur. La peur n'existe pas chez eux. Et l'instinct de vie a été remplacé par l'instinct de mort. Alors quand vous avez en face de vous quelqu'un qui dit pour que la mort n'est rien, et que pour vous, la mort est énorme, et vous avez tenu à votre peau, eh bien, il y a un déséquilibre tel que la guerre est inégale. On ne peut pas se battre. Nous avons des armes très inégales. On ne peut pas se battre ensemble. Pas possible. Vous expliquiez notamment qu'effectivement, la police était partout au Maroc, mais quel rôle joue le roi dans ses relations avec les islamistes pour justement essayer de tenir un peu ces gens-là et empêcher que le pays soit touché? D'abord, les islamistes qui sont au gouvernement, c'est des islamistes très doux, très gentils. C'est pas des, non, mais c'est pas des violents. C'est pas des gens qui ont opté pour la violence. C'est des gens qui ont opté pour le système démocratique, et le système démocratique leur rend bien puisque à chaque élection ils gagnent. Et les élections au Maroc aujourd'hui, c'est comme en France, c'est absolument transparent et réglo. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien. Donc, les dernières élections régionales, ils ont gagné. Pourquoi? Parce que le peuple marocain est musulman. Et il considère que ces islamistes qui sont au pouvoir sont mieux que d'autres socialistes qui ont perdu toute crédibilité parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, etc. Donc, c'est un peu bizarre. Alors, le roi, il est très intelligent parce qu'il est au-dessus de tous. Et par conséquent, il met un peu d'équilibre et il se fait respecter par tous parce qu'il respecte tout le monde. Et ainsi les islamistes le respectent parce qu'il leur donne un certain pouvoir qui fait qu'ils exercent un pouvoir comme ils l'entendent. Mais par exemple, s'ils vont trop loin, il sait comment les arrêter.
C'est un jeu d'équilibre très intelligent, et en tant que commandeur des croyants, c'est son rôle aussi, il est respecté pour ça. Et par conséquent, il est dans une position délicate, mais en même temps qu'il manipule avec beaucoup de souplesse et de justice. Je crois que c'est dans le livre, Nabou dit à un moment donné, enfin Nosé Amir qui dit Nabou ne confond pas l'islam et les musulmans, c'est ça à un moment donné, oui, c'est vraiment quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas confondre l'islam. Parce qu'en Europe, on entend souvent dire pourquoi l'islam ne se réforme pas. C'est impossible, parce que l'islam, c'est un dogme. Mais on ne peut pas toucher au dogme. On ne va pas maintenant aller reprendre les textes et charcuter et faire. Non, ce n'est pas une constitution. Mais en revanche, les musulmans, ceux qui croient à l'islam, eux peuvent s'adapter à la vie moderne. Eux peuvent prendre des initiatives dans leur vie privée de ne pas appliquer la charia, par exemple, ou de vivre en conformité avec les pays démocratiques, avec des valeurs comme en Europe. Eux ils peuvent. Et d'ailleurs, la plupart des musulmans qui vivent en France vivent paisiblement. Ils ne sont pas en train de casser la baraque. Ils sont tranquilles. Mais il suffit qu'il y ait 1 millier ou 2 000 ou 3 000, peut-être 5 000, disons jusqu'à 10 000 musulmans qui sont des voyous ou des gens qui veulent effectivement casser et faire du tragique, pour que évidemment tous les musulmans soient perçus comme des menaces potentielles. Est-ce que vous avez des questions à Tahar Benjelloun sur ce sujet, sur d'autres, sur le livre que vous avez peut-être lu d'ailleurs aussi, certains? Est-ce que certains ont lu Le mariage de plaisir déjà? Bien silencieux, mais le lieu pèse chaque fois. Qui veut poser une question à Tahar Benjelloun? La dernière fois, il y a eu des questions. Voilà, monsieur qui lève la main tout au fond de la salle, on va vous apporter un micro, je pense. Sinon, vous venez jusqu'à nous, monsieur, mais normalement, il y a des micros qui sont disponibles. Hein. Un porte-voix. Il n'y a pas de micro ce soir. Alors, allons. Ah, ils sont là, les micros. Merci pour ce porte-voix. Merci pour la question. Question technique, donc. Est-ce que vous écrivez avec un crayon de bois, un ordinateur, un crayon bic? Non, tout à la fois. Mes 20 premiers livres, je les ai écrits dans des cahiers à la main avec un stylo, etc. Et depuis une dizaine d'années, j'écris avec l'ordinateur, mais je prends beaucoup de notes et je fais beaucoup de brouillons à la main, parce que c'est important pour moi d'écrire à la main, et j'aime le contact du stylo. Je vais vous donner un exemple pourquoi je préfère écrire à la main. Je suis donc ma langue maternelle, c'est l'arabe, mais j'écris en français. Et parfois j'écris et puis il y a un mot, je cherche un mot, et au lieu que le mot arrive en français, il arrive en arabe. Je dis là, tu m'emmerdes, toi. Pas possible. Alors, ce que j'ai fait, je cherche le mot français, et comme par hasard, il n'y arrive pas, ce mot français. Alors, ce que je fais pour avancer, je l'écris en arabe, à la main, comme ça, pour qu'après je revienne et je traduise. Mais avec l'ordinateur, je ne peux pas faire ça. Donc, après, j'ai toujours une feuille à côté, j'ai dit, telle phrase, il faut l'écrire. Bon, mais je trouve que l'ordinateur est une invention diabolique. Je ne vais pas faire l'éloge de cet outil qui est devenu d'une banalité extrême, mais en même temps, je suis beaucoup plus heureux quand j'écris à la main dans un cahier. Et je sais que c'est plus lent, mais j'aime bien. Par exemple, je ne peux pas raturer avec l'ordinateur. On fait supprimer, c'est tout. Mais j'aime raturer. Et quand je rature, je fais des petits dessins, des trucs comme ça. Là. Je m'amuse, mais je ne peux pas m'amuser. On ne s'amuse pas tellement avec l'ordinateur. Et puis mais c'est comme ça, je fais comme tout le monde. Mais j'alterne entre les deux. Vous êtes un écrivain du matin, Tahar Benjelloun? Le matin, oui. Je suis un homme du matin. Le café est important. Le matin. Je suis un écrivain du matin. Autre question? Voilà. Une question côté, juste là, ici. vous pouvez parler, là, vous êtes tout près. Il y a un micro même. Voilà, juste là. Voilà, madame, ou monsieur, pardonnez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Je voulais signaler que la ville du Mans
est jumelée avec la ville d'Aouza. Ah bon? Merci. Où ça? Aouza, H-A-O-U-Z-A, qui se situe au Sahara occidental, qui est un pays qui est votre voisin immédiat au sud. Pour nous ici, c'est face aux Canaries. Ça va beaucoup parler à certains d'entre vous. Peut-être. Et je voulais vous dire que chaque année, la ville du Mans reçoit un groupe d'enfants venant du Sahara et ce groupe est en partie accueilli par la ville du Mans et en partie par des familles du Mans. Très bien, ça. Je ne sais pas si c'est très bien, c'est justement une question. Alors la première, c'est que ressentez-vous des difficultés de ce peuple sahraoui qui théoriquement a son indépendance puisque c'est une république démocratique du Sahara occidental? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que nous rendons service d'accueillir ces enfants? Ce qui m'a interrogée, c'est en voyant l'un des garçons que j'accueillais l'an dernier avec les bras croisés et en admiration devant le robinet d'eau de chez moi. Est-ce qu'on rend service? Voilà. Alors, c'est une question très complexe parce que cela nous a amené à parler d'un conflit qui n'est malheureusement pas achevé entre deux pays, entre le Maroc et l'Algérie. Bon, je vais aller très vite comme ça, parce que envoyer des enfants, c'est toujours... Les enfants, il faut pas les charger, c'est formidable, il faut les recevoir, il faut leur donner le maximum et tout, parce que ce sont des enfants, et peu importe leur couleur, leur religion, l'origine où ils viennent. Ça, on ne discute pas de cela. Mais derrière ça, vous pourrez parler de la République sahraoui. Alors, il faut savoir que c'est une république qui a été créée de toutes pièces par l'Algérie au moment où le Maroc avait fait cette marche verte pour récupérer ce territoire qui était occupé par les Espagnols. Lorsque Franco était en train de mourir, il a lâché cette colonisation, il a fait quitter son armée a quitté la région, et comme ça a été une région marocaine depuis des siècles, le Maroc l'a récupérée. Cela dit, entre l'Algérie et le Maroc, il y a une animosité, pour être poli, qui dure depuis pratiquement l'indépendance. Et là, je vais vous citer, pour aller plus vite, une phrase de Sacha Guitry. Un jour, on a dit à Sacha Guitry, il avait fait une pièce de théâtre, et puis il y avait quelqu'un qui disait pique-pente de la pièce que Sacha Guitry ne sait pas écrire. Enfin bref, beaucoup de méchanceté sur lui. Et alors, un ami à Sacha Guitry vient le voir, il dit, écoute, il y a quelqu'un qui dit des choses horribles sur toi. Alors, et Sacha Guitry lui répond, lui dit, c'est certainement quelqu'un à qui j'ai rendu service un jour. Le Maroc avait accueilli, était la base arrière de FLN pendant la guerre d'Algérie. Le Maroc a renoncé à la ville de Tindouf, qui était une ville marocaine depuis des millénaires. Et lorsque la France avait découvert du fer dans cette ville, elle l'a annexée à l'Algérie française de l'époque, en 1932. En 1932, il n'y avait pas de rébellion pour que l'Algérie devienne algérienne. Donc, et lorsque, en 1958, le FLN et le parti d'Istiqlal marocain et les Tunisiens sont réunis à Tanger pour voir l'avenir de la révolution algérienne, la première des choses qu'avait dite Ben Bella, c'est une fois indépendant, nous vous rendrons bien sûr Tindouf, qui est votre ville. L'Algérie devient indépendante en 1962. En 1963, le Maroc dit alors Tindouf. Et c'est là où il y a eu, pour peut-être personnes qui se souviennent, il y a eu la guerre des sables qui a duré une semaine, où les Algériens et les Marocains se sont tapés dessus, puisque les Algériens n'ont pas honoré leurs promesses. Ils ont gardé Tindouf jusqu'à aujourd'hui. Ils en ont fait le lieu où aujourd'hui, évidemment, il y a une partie du peuple sahraoui qui est là-bas. Et une autre partie est rentrée au Maroc. Il a reconnu la marocanité du Sahara et il vit très bien à Laayoune et Dakhla. Et ce conflit est uniquement
entretenu par la jalousie et l'envie et la méchanceté d'un système algérien militaire qui ne veut pas sortir de la guerre. Comme il ne veut pas sortir de la guerre avec la France, il y a toujours des relations très tendues et très compliquées entre la France et l'Algérie. C'est un état de fait, mais c'est comme ça et on ne va pas les changer parce qu'il faut que les générations changent. Mais pour le moment, c'est comme ça. Bien. Oui, Là-bas, tout là-bas, je vois qui se lève. Le micro est juste à côté de vous, monsieur. Ah, ben c'est parfait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, moi, je reviens au livre. Hein. Ah, ben très bien. Alors, vous avez parlé de racisme dans votre pays, au Maroc. Et pour une information, moi, je crois que ce racisme-là, c'est répandu dans tous les pays musulmans vis-à-vis des Noirs. Et c'est la religion musulmane qui a favorisé ce racisme. Un exemple, je ne sais pas si ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'islam, Mohammed, le prophète Mohammed avait un collaborateur très proche qu'on appelait Bilal. C'était le muezzin du prophète. Donc, oui. Bilal, il était noir, d'origine, esclave. il est d'origine égyptienne, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis soninké, nos origines viennent là-bas. Donc, Bilal, son rôle était quoi par rapport à Mohammed? Il était son serviteur et il a toujours suivi comme à Mohammed. Hein, c'était les gars qui connaissaient très très bien Mohammed et plus que les autres. Mais on n'a jamais écrit quelque chose sur Bilal. Alors, quand Bilal, à un moment, il voulait se marier, il ne pouvait pas se marier en Arabie Saoudite. Il est parti se marier, il avait 45 ans, il est parti se marier en Égypte. Alors, c'est pour dire que le racisme dans ces pays arabes, dans ces pays culture musulmane, s'est répandu. Ça, c'est une information que je vous donne. Donc, c'est comme vous avez bien dit, c'est inné comme chez eux. Ils sont nés ici. Moi, je suis en France et j'habite ici. Et puis, bon, mes copains qui ont la même condition que moi, les Algériens, les Marocains, tout ça, ça ne se voit pas. Mais il suffit qu'un de nous rencontre une Maghrébine, eh bien, on va tout de suite. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment... c'est très important. Je vous remercie beaucoup. C'est un roman, mais que vous avez bien décrit cette situation-là, parce que sociologiquement, on ne comprend pas. Alors, mais maintenant, quand les Marocains qui sont là, ils sont victimes de racisme, à ce moment-là, là, ils peuvent comprendre qu'est-ce que c'est le racisme. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. On arrête là. Merci beaucoup. Monsieur, ce sera la dernière question. La dernière question, après on va... Je vous en prie. Bonsoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une autre lecture de votre livre, à savoir que le noyau dur, c'est en fait le fait que deux personnes se soient choisies. C'est l'amour. C'est l'amour l'origine oui, l'amour. de votre livre. C'est le romantisme. Le romantisme, Madame Bovary, les gens se choisissent d'un seul coup. Et ça, c'est révolutionnaire. Votre bouquin, moi je le prends pour de la dynamite. Imaginez un moment que dans le monde musulman, les gens se mettent à choisir, comme vous le racontez. Mais c'est ce qui le micro, monsieur, le micro bien près de la bouche. Posez sur le menton. Vous posez sur le menton. C'est ce qui s'est passé chez nous au moment du romantisme. Et comme par hasard... Alors là, on n'entend plus rien. Y compris, ça s'est terminé par la Révolution française. Les structures politiques ont éclaté. La religion en France a été dynamitée, elle a été sortie de l'organisation sociale. Votre héros, il a tout foutu en l'air. La religion a été bafouée, on y mettra le mot qu'on y veut. La politique, l'organisation de la société n'est plus respectée. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la charia, avec le monde, c'est une crise, mon analyse, peut-être je me trompe, et là j'attends votre réponse, c'est le monde arabe, un certain monde arabe s'est cristallisé autour de la charia, autour d'un retour à de soi-disant origines de l'islam, qui sont complètement fausses, me semble-t-il, et que c'est quoi? C'est la révolution
du romantisme musulman qui débouchera. Ils font une guerre d'arrière-garde. Ils font une guerre d'arrière-garde à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce regard sur... Non, je veux juste expliquer pourquoi le monde musulman, une partie du monde musulman a choisi effectivement l'application de la charia, et ça vient de très loin. Ça vient d'abord du XVIIIe siècle, où un bédouin d'Arabie, à l'époque c'était pas du tout l'Arabie saoudite, mais enfin c'était dans l'Arabie, il s'appelait Mohammed Abdul Wahhab, et lui était un théologien qui avait beaucoup étudié le Coran et tout ça, et qui avait fait un pacte avec un des fils du Saoud, qui est avant la découverte du pétrole, pour lui a dit l'islam c'est ça, c'est-à-dire on coupe la main au voleur, on lapide l'adultère, on coupe la tête à l'apostat, celui qui ne croit pas en Dieu, etc. C'est la charia dans son application la plus dure et la plus terrible. Et l'Arabie saoudite, quand elle s'est constituée en État, entre guillemets, parce que c'est un État familial, c'est le seul pays au monde qui porte le nom d'une famille. C'est comme si, je sais pas moi, la France s'appellerait la Hollande. Ben oui, l'Arabie saoudite, c'est ça, c'est Saoud. Alors, l'Arabie saoudite, donc, elle a mis en pratique cette doctrine absolument terrible, avec bien sûr l'écrasement total de la femme et l'application, et c'est le pays où on exécute le plus de gens par an, on leur coupe la tête et les autres on les fouette. Donc ils ont gardé ce système absolument moyenâgeux qui n'a strictement rien à voir avec l'islam tel qu'il est dans les textes coraniques. Et ce système, il est aussi au Qatar, et c'est ce système-là qui aujourd'hui est l'idéologie principale de Daesh, qui veut répandre, parce que Daesh veut un État islamique qui ne s'en tient pas uniquement à l'Irak et à la Syrie. Il veut se répandre partout. C'est ça le problème. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, avec une société qui est totalement dans la régression, dans la religiosité mal comprise, dans l'interprétation littéraliste et caricaturale des textes coraniques, tout ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait une histoire d'amour là-dedans? Il n'y a ni romantisme, ni rien du tout. Il y a tout simplement l'annulation de toute individualité. L'individu n'existe pas. Et c'est le système religieux qui gouverne et qui décide pour chacun comment il doit vivre, comment il doit faire l'amour, ou comment procréer, comment s'habiller, etc. D'où la peur de la femme. Et tout le problème de l'intégrisme religieux tourne autour de la sexualité, parce que tout autour de la femme. Il faut voiler la femme, il faut la cacher, il faut la rendre invisible, parce que je veux qu'aucun regard que le mien ne se pose sur elle, et parce que si un autre regard se pose sur elle, elle est capable de lui répondre, donc j'ai peur de c'est la peur de la femme qui fait qu'on la couvre et on la cache. Eh bien, nous lirons en tout cas Le terrorisme expliqué aux jeunes, ce sera donc au mois de septembre. Merci d'avoir consacré 2 ans de votre vie Merci. Pour écrire Le mariage de plaisir aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, vous allez signer maintenant, ainsi que d'autres livres, tout au fond de la salle.